Bonjour à tous. C'est une fin d'année meurtrière au Cameroun. Un grave accident de la circulation s'est produit dans la nuit de samedi à ce dimanche sur l'axe Ndikimineki-Bafia, au lieu dit Nomale. Selon des témoins, le bus Avenir Voyage en provenance de Fumbane et roulant à grande vitesse s'est retrouvé face à un camion. En voulant esquiver un choc frontal, le chauffeur du bus a perdu le contrôle de l'engin et dérapé sur environ 100 mètres, détruisant les garde-fours et se retrouvant au fond d'un ravin et d'un cours d'eau. Le bilan provisoire fait état de 30 morts non encore identifiés, plus de 21 blessés graves, extraits des décombres et évacués dans les hôpitaux de Ndikimineki et Makenene. Les autorités administratives, les magistrats municipaux, procureurs sont sur les lieux. Le ministre des Transports est annoncé sur le site de l'hécatombe et le ministre des Sports a appelé l'opinion nationale à observer une minute de silence lors d'une cérémonie relative au lancement des opérations liées au CHAN 2021. À l'heure actuelle, des opérations d'extraction des corps et recherche d'éventuels survivants se poursuivent. Sur le site du drame, cette tragédie remet au goût du jour le sempiternel problème d'insécurité routière, d'excès de vitesse sur les axes routiers du Cameroun. Ceci pourrait être inscrit dans les priorités des conseils régionaux qui viennent d'être mis en place. Dans le choix des acteurs, il y a une controverse évoquée dans la presse. La nouvelle expression déplore le fait que des caciques du RDPC prennent le commandement et refusent de se mettre en retrait face à une jeunesse qui s'impatiente. Dans le portrait des 10 présidents de conseils régionaux, il ressort que ce sont des anciens députés, ex-maires et anciens délégués du gouvernement investis par la hiérarchie du RDPC et adoubés lors de la session de plein droit. D'autres ont déploré l'absence des femmes et des jeunes à la tête des exécutifs régionaux et même dans les commissions mises en place. Et là, on se pose des questions. Comment expliquer cette mise à l'écart de ceux qui représentent plus de 70% de la population camerounaise? Quelle sera la place des gouverneurs, préfets, sous-préfets, maires de ville et maires d'arrondissement dans les régions? Autre préoccupation, c'est l'annonce d'une mission spéciale d'audit des fonds Covid-19 mis à la disposition de plusieurs départements ministériels. Dans une correspondance attribuée au secrétaire général de la présidence de la République, plus de 50 millions de francs CFA sont sollicités auprès du ministère des Finances à titre des frais inhérents à ces différentes missions d'audit. Quels sont les enjeux d'un tel audit? Le contrôle supérieur de l'État peut-il permettre de faire la lumière sur les points d'ombre dans la gestion du Covid-19 décriés par le député Jean-Michel Nitieux et des acteurs de la société civile? L'annonce de cet audit est-il un écran de fumée visant à camoufler de nombreux scandales de gestion au sommet de l'État? Et la question également est préoccupante au moment où le chef de l'État du Cameroun, Paul Biya, doit s'exprimer devant la nation camerounaise le 31 décembre 2020. Quelles seront les attentes des acteurs politiques après une année tumultueuse au Cameroun? Le regard du chef de l'État est certainement tourné vers la Centrafrique où se déroule l'élection présidentielle et les élections législatives. Bangui, qui est sous haute surveillance militaire, le président sortant candidat à sa propre succession, Faustin Archange Touadéra, a déjà voté ce matin. Son principal adversaire politique, Anissé Georges Dologuélé, a lui aussi exercé son droit de vote. Des Centrafricains qui se sont mobilisés cette journée, mais l'ambiance dans l'arrière-pays reste préoccupante. Vous le voyez en image de nos envoyés spéciaux du côté de Bangui qui ont assisté à cette journée de vote dans la capitale centrafricaine afin de prendre le pouls de la situation sécuritaire ce 27 décembre 2020, jour de vote. Nous prenons tout de suite la route de Bangui pour faire le point
sur l'ambiance du vote ce matin dans la capitale centrafricaine avec nos envoyés spéciaux. Les bureaux de vote ont ouvert à 7 heures, le temps pour les agents de l'ANE, l'Agence nationale des élections, de disposer le matériel puisque cela n'avait pas été fait la veille. Et au chapitre des difficultés rencontrées par les électeurs, il faut le rappeler, il y a ce problème des listes électorales. Elles n'ont été affichées que partiellement. Et donc, dans la majorité des bureaux de vote, on a juste les premières lettres des noms qui sont inscrites à l'entrée. Et donc, chaque votant doit donner son nom complet, le temps pour les agents électoraux de vérifier si le nom figure effectivement sur la liste en leur possession. C'est donc une situation qui a été à l'origine de quelques tensions. Des voix se sont élevées étant donné que les votants font savoir qu'ils sont sortis de chez eux très tôt pour effectuer leurs devoirs civiques. Autre difficulté à relever, c'est que à cause des listes électorales qui n'ont pas été affichées, le démarrage du vote a été retardé, censé démarrer à 8 heures. Ce n'est que dans les coups de 8h20 qu'effectivement les premiers votants ont commencé à voter. Après le vote, les Centrafricains espèrent la paix dans tout le pays. Vous le savez, les groupes armés, les rebelles ont menacé de semer le trouble durant ces élections, mais jusqu'ici, le vote se déroule sans incident. Ce que nous attendons après ce vote, c'est la paix et le développement dans notre pays. C'est ce que nous attendons tous, les Centrafricains. Le vote, c'est le symbole de la paix. Les Centrafricains ne veulent que la paix, c'est pourquoi vous voyez l'engouement des gens. Les électeurs sont nombreux pour venir choisir leur président pour qu'il y ait une paix véritable en Centrafrique. Nous sommes toujours dans le premier arrondissement de Bangui, mais nous nous retrouvons à présent dans un autre bureau de vote. Il s'agit du bureau d'affrontement routière centrafricain qui a été aménagé afin de permettre aux électeurs d'effectuer leurs devoirs civiques. Mais ici, il faut le dire, les bureaux de vote ont été aménagés en plein air, l'isoloir et urnes sont juste délimités par un cordon de sécurité. Les Centrafricains sont sortis en masse pour élire à la fois leurs députés et leur président de la République. Mais contrairement au bureau de vote que nous avons précédemment visité, ici, les listes électorales sont bel et bien disponibles et affichées. Jusqu'ici, tout se passe dans le calme et la sérénité dans la capitale Bangui. Nos envoyés spéciaux Eric Ouattat, Gladys Sidier, que vous venez de suivre sur l'ambiance de cette journée de vote en République centrafricaine. Le président Faustin Archange Touadéra a voté très tôt le matin. Il dit être satisfait de cette mobilisation des Centrafricains pour choisir celui qui présidera en destinée de leur pays. Nous y reviendrons au cours de cette émission qui a également pour thème l'analyse de la situation sécuritaire et les enjeux de cette élection présidentielle en Centrafrique. Mesdames, messieurs, voilà la lame de fond de cette émission Droit de réponse, émission où le choc des idées fait jaillir la lumière. Et pour cette nouvelle édition de Droit de réponse, je reçois sur ce plateau le professeur Pascal Charlemagne, Monsieur Nganyamding. Bonjour. Bonjour et tous mes voeux de bonnes fêtes de Noël et surtout par anticipation pour la nouvelle année 2021. Et je voudrais d'ailleurs saisir cette opportunité puisque c'est une émission consacrée pour, et je dirais la dernière, pour souhaiter tous mes voeux au président de la République et à son épouse, à tous les Camerounais, les parlementaires, surtout aussi à nos frères de l'opposition et particulièrement au ministre Kamto, à qui je souhaite pour l'année 2021 plus de pondération et de lucidité. Et enfin, à tous les Camerounais de l'intérieur et de l'extérieur. Sans oublier, bien entendu, toute l'équipe qui vous accompagne, Cédric. Et aussi, je voudrais le dire, à tous vos fidèles téléspectateurs, quelle que soit leur nationalité et leur sensibilité politique. Merci, professeur. Je précise que vous êtes un membre titulaire du comité central du RDPC. Face à vous, dans cette émission Droit de réponse, dernière édition de l'année 2020, il s'appelle Roger Justin Noah. Il est le secrétaire général adjoint du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Roger Justin, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à mes copanélistes. Bonjour à tous les Camerounais qui nous suivent ce matin.
Je voudrais d'abord m'incliner face à cette hécatombe qui a frappé une fois de plus le Cameroun à la suite de cet accident dont vous avez parlé en Ndikimeki. Mais aussi, permettez-moi de saluer nos camarades et sympathisants qui sont encore retenus illégalement, arbitrairement, dans les geôles du régime de M. Paul Biya, notamment à Yaoundé, en Konsamba et à Bafoussam, et en Fou aussi. Même s'il est vrai que récemment, une dizaine a retrouvé la liberté, après avoir perdu du temps inutilement, puisque les charges sont vraiment inacceptables dans un pays qui se veut un état de droit. Merci Roger Justin Noah d'être avec nous ce dimanche. Il est éditorialiste au quotidien La Nouvelle Expression, consultant sur droit de réponse. Edmond Kambia. Edmond, bonjour. Bonjour Céline Oufélé, bonjour à tous les copanélistes. Je voudrais également dire ma compassion, mes sincères condoléances aux familles éprouvées par la disparition de leurs frères et sœurs dans l'accident de circulation survenu dans une localité située du côté d'Ndikimeki. Je voudrais à cette occasion également dire à tous les millions de téléspectateurs fidèles de cette émission que je leur adresse mes salutations sincères et que je leur renouvelle mes amitiés et ma sincère affection. Je voudrais particulièrement dire bonjour à tous les Camerounais de la diaspora, notamment ceux qui sont de passage au Cameroun pour passer en famille les fêtes de Noël et les fêtes de fin d'année afin que la nouvelle année puisse être plus porteuse que l'année qui va bientôt s'achever. Après vous, Edmond Kambia, sur le plateau de droit de réponse, c'est le conseiller juridique régional du SDF pour le littoral, Maître Achille Ledjo. Bonjour. Bonjour mon cher Cédric, bonjour au panel. Bonjour également à tous les inconditionnels de ce programme. Bonjour à tous ceux qui nous regardent. Salutations militantes à tous mes camarades de SDF, particulièrement ceux de l'arrondissement de Douala 2e. Je profite également de ce micro pour m'incliner devant la mémoire de ces Camerounais qui viennent de perdre la vie suite à cet accident enregistré du côté de Ndikimeki. Je profite également de votre permission pour adresser mes vœux de fin d'année au chairman, le président national Nidjon Fundi, à tout le staff du SDF, l'honorable Joshua aussi, l'honorable Nietzsche Jean-Michel, et puis également un bonjour particulier à Sa Majesté Chouwa Kemajou Benson, c'est le chef supérieur des Bazou, mon Bazou natal. D'entrée de jeu avec vous, Maître Achille Ledjo, l'annonce de cette mission d'audit auprès des départements ministériels qui ont reçu les fonds Covid-19. C'est une correspondance du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, adressée au ministre des Finances. Dans la correspondance, il sollicite environ une 50aine de millions de francs CFA, à la fois pour une mission spéciale et une autre mission auprès du ministère de la Recherche scientifique, qui a reçu également les fonds Covid-19. Comment vous réagissez à la suite de cette annonce des missions de contrôle qui doivent être menées par le ministère en charge du contrôle supérieur de l'État? Mon cher Cédric, deux observations. La première, c'est que les dénonciations récurrentes de l'honorable Jean-Michel Nietzsche sur les possibilités d'un délit d'initier des conflits d'intérêts relativement à la gestion du Covid-19, dénonciation faite à la contre du ministre de la Santé publique au Cameroun, semble être porteur, je vais dire, pertinente. Parce que, voyez-vous, depuis que l'honorable Jean-Michel Nietzsche dénonce avec véhémence qu'il pèse un fort soupçon sur de détournement, bien sûr, de la gestion des fonds Covid-19, voyez-vous, ce ministre n'a jamais daigné se présenter devant la représentation nationale, que ce soit lors de la session du mois de mars, que ce soit lors de la session du mois de juin et encore novembre. Ce ministre ne s'est pas présenté pour expliquer effectivement de quoi il en est donc. La première observation, c'est que ces dénonciations sont pertinentes.
Et l'actualité commande que l'on observe que après ce courrier du ministre d'État, secrétaire général à la présidente de la République, il y a un autre audit qui a été commandité cette fois par le Premier ministre. Je crois que cet audit est fait par la Chambre des comptes. Alors, la deuxième observation, c'est que une autre curiosité camerounaise, l'on ne comprend pas comment est-ce que des gens qui sont censés travailler, les gens qui sont censés payer pour le travail fait, sont encore rémunérés une deuxième fois. Qui sont ceux-là qui doivent aller faire cette inspection, cet audit relativement à la lettre ou à la correspondance du ministre d'État, secrétaire général, président de la République? Ce sont des inspecteurs. Bien sûr. Ces inspecteurs sont déjà payés pour ce travail. Il est inadmissible, il est aberrant qu'aujourd'hui, on nous dise encore qu'il faut mettre à la disposition du contrôle supérieur de l'État du Cameroun une somme de 32 millions et demi pour couvrir les charges de cet audit. Nous disons que c'est encore une autre, permettez-moi l'expression, une autre camerounaiserie. Nous dénonçons le fait que l'argent du contribuable camerounais ne soit pas géré suivant la déontologie, l'orthodoxie de la gestion financière. Mais l'on nous fait comprendre que, ok, ce que vous dites semble plausible, mais il faudrait que l'on essaye d'approfondir les enquêtes. Mais au lieu d'envoyer ceux-là qui ont été recrutés, qui sont payés par nos deniers pour ce travail, on nous demande, on nous dit encore, on nous fait savoir qu'il y a une autre dotation, 32 500 000 et poussières, qui doivent être mis à leur disposition. Nous disons que ça, c'est de la cacophonie. Nous disons, ça ne peut pas passer. S'il faut, et nous sommes d'avis là-dessus, s'il faut auditer la comptabilité et la gestion des fonds du Covid-19, alors que les inspecteurs d'État chargés d'auditer effectivement les comptes de ces entités le fassent tout simplement. L'on peut encore comprendre qu'à l'issue, on va en parler tout à l'heure. On peut comprendre qu'à l'issue, permettez, qu'on peut comprendre qu'à l'issue de ce travail, qu'on leur accorde quelques pédièmes qui peuvent augmenter le salaire, pas une dotation de ce montant. Donc là-dessus, nous sommes vraiment... Après vous, Achille Edmond Kambia, deux correspondances du secrétaire général de la présidence de la République. Dans l'une, c'est une dotation spéciale qui est demandée d'environ 32 millions de francs CFA. Une autre, on parle de 23 millions, toujours pour mener des missions d'audit auprès des départements ministériels ayant géré les fonds Covid-19. Pourquoi la démarche pose problème, Edmond Kambia? D'abord, il faut dire que sur le principe de l'audit, nous sommes d'accord. Je crois que ça devrait faire l'unanimité, qui est un audit sur la gestion des fonds destinés à, n'est-ce pas, à la manière dont a fonctionné sur le plan de la riposte tout ce qui a été fait sur la pandémie Covid-19 au Cameroun. Je crois que ça devrait faire l'unanimité, compte tenu de l'actualité en cours, relative, n'est-ce pas, aux dénonciations permanentes d'un député du SDF, Jean-Michel Ninche, qui avait très vite noté et constaté qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans la gestion du fonds de la Covid-19 par le ministre de la Santé. Et visiblement, à travers les actions qu'il a pu mener sur le terrain, le constat était clair qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et des éléments de preuve sont progressivement parvenus à la presse. Parce que nous, on a publié, on a fait des enquêtes là-dessus, on s'est rendu compte qu'il est nécessaire d'interpeller le ministre de la Santé sur cette gestion-là. Cela permet, à travers ce que je viens de dire tantôt sur la nécessité de faire un audit, de réaliser que
les courriers du ministre d'État, secrétaire général président de la République, sollicitant l'audit au niveau de la gestion du fonds Covid concernant la gestion du ministre de la Santé est une bonne chose. Mais également celle concernant la gestion du fonds Covid par les autres ministres. Ce qui fait problème par contre, c'est que en temps normal, on se serait attendu que si le ministre d'État, secrétaire général président de la République, demande des fonds particuliers pour l'audit, cela aurait pu se faire et se comprendre si le Cameroun avait sollicité, n'est-ce pas, l'expertise d'un cabinet international ou d'une firme. Là, on aurait compris. L'autre problème qui se pose, c'est que cette dotation est quand même assez élevée. On ne peut pas solliciter l'expertise des inspecteurs d'État qui ont pour tâche effectivement de mener des actions qui visent à comprendre, à contrôler l'action, n'est-ce pas, de la gestion, et puis leur affecter une dotation spéciale. Maintenant, l'autre question qui se pose et qui pourrait aider à comprendre ce qui a pu se passer, c'est que le ministère du contrôle de l'État est un ministère délégué à la présidence de la République. Elle reçoit des instructions de la présidence de la République. En cela, je lisais tantôt, une action, une demande qui est formulée, qui vient de la présidence de la République est normale, qui permet le déploiement sur le terrain des inspecteurs, des contrôleurs de l'État concernant la gestion du Covid. Mais je le disais tantôt, la controverse est réelle sur la dotation financière. Il lui était souhaitable qu'avant, n'est-ce pas, ou pendant que le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, prenait cette note, adressait cette note, qui lui expliquait le bien fondé de cette dotation, pour mieux comprendre pourquoi il faudrait en rajouter par rapport aux dotations qui sont normales, qui relèvent du ministère du contrôle de l'État et pour lesquelles les inspecteurs d'État sont censés faire leur travail de manière normale. Il y a ça. Il y a également le souci. Nous serions attendus, avant que cette demande soit formulée telle qu'elle, dans le courrier du ministre d'État, secrétaire général président de la République, que le premier ministre chef du gouvernement, qui est le coordonnateur national du plan de riposte, ait pu faire une communication pour aider à mieux comprendre pourquoi cet audit a été demandé et pourquoi éventuellement il lui fallut ajouter une dotation spéciale d'un tel montant. Après vous, Edmond Roger Justin Noah, depuis le 17 décembre, il y a eu une mission spéciale de vérification des cas de la gestion des fonds Covid-19 au ministère de la Santé publique, selon un message porté du ministre réunissant ses principaux collaborateurs ayant été plus ou moins impliqués dans la gestion des fonds Covid-19. Que pensez-vous de cette démarche gouvernementale après une série de dénonciations sur les soupçons pesant sur la gestion controversée de ces fonds? Bien, vous savez, il y a un qualificatif que les gérontes qui sont au pouvoir aiment utiliser, aidés en cela par des jeunes et qui sont plus mus par leur intérêt égoïste. C'est républicain. Alors, nous avons d'un côté un ministre de la République qui est soumis au contrôle du parlementaire et de l'autre côté un député. Mais il se trouve que le député qui exerce un droit constitutionnel pose des questions à un ministre sur la gestion des fonds publics relativement au Covid-19. Mais ce ministre-là n'a jamais daigné répondre, c'est-à-dire aller s'expliquer devant le peuple, ici représenté par les députés de la nation. Mais il trouve quand même l'opportunité de lui répondre au travers des questions des journalistes à Bolova. Mais c'est curieux quand on parle de République, tout ça. C'est très curieux. Maintenant, il faut que les Camerounais sachent ce qui se passe. Nous avons vu à côté de nous au Nigeria
lorsqu'il a été question, n'est-ce pas, de la gestion de ces fonds-là. On a vu le ministre de la Santé aller devant l'Assemblée nationale, s'expliquer. Il s'expliquait devant le peuple. Comment se fait-il que le ministre de la Santé publique du Cameroun refuse d'aller s'expliquer devant le peuple et que sa hiérarchie ne fasse pas un rappel à l'ordre? Aujourd'hui, il nous parle plutôt d'un audit. Est-ce que, normal, de vous à moi, est-ce que c'est la première fois qu'on fait un audit dans ce pays? Ça, c'est la meilleure manière de tuer cette histoire. Pourquoi vous n'y croyez pas? Mais, attendez, nous apprenons de l'histoire, non? On se base sur les cas passés. On a fait des audits, on a mis des commissions en place, rien n'en est sorti. Pourquoi voulez-vous qu'aujourd'hui, en 2020, on puisse croire à un audit, à quelqu'un audit? Non, c'est une bande de petits copains qui se soutiennent d'une manière ou d'une autre. Lorsque un pose un lacet, encore qu'il ne mange pas seul, pour parler vraiment vulgairement, ils ne mangent pas seul. C'est des copains, ils se mettent et ils essaient de se soutenir. Oh, on va lancer l'audit, le peuple va se calmer. Mais le peuple ne peut pas se calmer. Parce que je voudrais ici solennellement féliciter l'honorable Nietzsche qui fait ce travail de veille, de sensibilisation, de fouille pour conscientiser le peuple sur cette gestion calamiteuse des fonds relatifs au Covid-19. Il faut pouvoir dire ceci. Il est étonnant qu'on puisse passer des marchés de gré à gré qui sont adressés à une même compagnie, notamment la Medline Medical SA. Le même jour, le 19 juin 2020, des marchés qui font un total de 7 milliards, mon Dieu. Et je suis sûr que ces marchés n'ont pas obtenu, n'est-ce pas, le visa du Premier ministre comme la loi le demande. Mais dans le cadre d'une procédure d'urgence, un chef départemental ministériel peut avoir obtenu la possibilité de pouvoir aller bien plus vite. Bon, pourquoi? Ok, d'accord. Mais pourquoi est-ce qu'on a cisionné les marchés? Il y a d'abord un premier marché de 1 milliard 750 millions de francs. Il y a un autre marché de 5 milliards 250 millions de francs. Pourquoi le faire? Mais attribuer un marché de 7 milliards une fois, s'il n'y a aucun problème. Si on cisionne comme ça veut dire qu'on veut cacher quelque chose. Et vous allez voir que la filière coréenne, c'est une grosse mafia. Mise en place par qui? Parce que vous avez toujours le nom de M. Yoon Song-woo qui revient. Et lorsque vous voyez la société Meditest SA, il y a il y a des liens entre Medline Medical et Meditest SA. Mon Dieu, où est-ce que nous sommes? Pourquoi est-ce que ces gérontes-là sont aussi méchants? Pourquoi veulent-ils détruire l'avenir de cette jeunesse en siphonnant comme ça les fonds de la République? Il s'agit le député parle de plus de 50 milliards de francs CFA. C'est beaucoup d'argent. Imaginez ce que ça représente en termes de routes dans les communes. Imaginez ce que ça représente en termes d'hôpitaux bien fournis. Imaginez ce que ça représente en termes d'écoles. Vous savez qu'au nord et même au centre, il y a des écoles qui n'ont pas de table-banc, qui n'ont pour donc le décret qui a mis en place la création de ces écoles-là. Mais il y a tellement de choses qu'on pourrait faire avec 50 milliards de francs CFA. Il y a tellement de scandales au ministère de la Santé publique on n'aurait pas dû attendre même longtemps. On devrait se saisir de cette question très rapidement. Vous vous souvenez de la dernière affaire de 600 millions qui a été dépensée en quelques jours seulement. Pour faire quoi? Et jusque-là, on nous parle de nous dire non. S'ils étaient sérieux, je pense que si la justice n'était pas aux ordres, elle aurait bien fait de se saisir, de s'auto-saisir. Mais comme vous savez, au Cameroun, la justice est tellement aux ordres qu'un ministre de la République peut garder chez lui 150 millions de francs sans que ça n'émeuve personne. Or, ça ne se passe pas comme ça ailleurs. Mais Roger Justin Noah, sur le cas du ministère de la Santé publique, on a suivi le ministre plusieurs fois indiquer qu'il y a une bonne gestion de la crise sanitaire au Cameroun. Il s'est appuyé sur les rapports du FMI et d'autres partenaires du Cameroun pour se féliciter de la réussite, de la transparence, dit-il, dans la gestion de ces fonds. Il n'a jamais indiqué avoir des liens ou des intérêts dans les entreprises qui ont été sollicitées pour réaliser ces prestations. Que pensez-vous de ces propos? Lorsque vous arrêtez un voleur, vous attendez à ce qu'il vous dise que oui, j'ai volé facilement comme ça. C'est lorsque vous allez l'interroger avec la subtilité de l'enquêteur qui va pouvoir vous avouer. Donc, ils ne peuvent pas. Et je pense que vous savez qu'il a même dit qu'il a reçu, le gouvernement a reçu des félicitations de l'OMS. Mais on a fouillé partout là, on n'arrive pas à avoir ces félicitations. Donc c'est toujours comme l'affaire de Transparency International. C'est-à-dire c'est des gens qui sont
Ils ont la fraude dans leur DNA. Ils ont la fraude dans les gènes. Ils ne peuvent rien faire sans fraude. Gérer les fonds, comment vous voulez vous êtes évalué? Vous dites, non, j'ai fait une excellente gestion, vous. Non, c'est nous, le peuple, qui devons vous juger. Et le peuple dit à travers ses représentants à l'Assemblée nationale, disons, non, il y a des problèmes. Expliquez-nous comment vous avez géré plus de 50 milliards. Expliquez-nous où est parti le riz d'Orca. Expliquez-vous comment Orca donne le riz par-ci et récupère le marché par-là. Il faut tout expliquer au peuple. C'est de ça qu'il est question. Après vous, Roger Justin, professeur Pascal Charlemagne Messanganyamding, mission spéciale d'audit des fonds Covid-19, serait-ce un écran de fumée pour cacher des scandales de gestion au sommet de l'État? Non, moi je ne prendrais pas le risque de dire qu'il n'y a pas de scandale de détournement ou des risques de détournement au regard de ce que je sais en tant qu'homme politique. Je sais que l'une des maladies qui mine notre société camerounaise, et ça le président de la République, mon maître politique, l'a lui-même dit, c'est le vol. Ça vraiment, je ne prendrais pas le risque de le dire, de venir ici et dire que non, tout va bien. Je crois que si nous avons eu 38 ans après l'exercice de pouvoir du président Paul Biya, les combats que les progressistes, les rénovateurs, les biaïstes mènent, c'est avec Charles Atebayene d'ailleurs, on a écrit plusieurs ouvrages là-dessus. Et je pense que je ne mettrai jamais ma main au feu lorsqu'on parle du vol de certaines personnalités qui occupent les fonctions de pouvoir et de gouvernement. D'ailleurs, puisque nous sommes à Mondieu Vision, c'est clairement établi. Lorsque dans un pays, vous avez les anciens premiers ministres en prison, les secrétaires généraux à la présidence, les ministres des DG, il faut comprendre qu'il faut plutôt saluer l'action du président. Moi, je m'en réjouis. Parce que, en fait, vous savez, à un moment donné, pour des raisons de pouvoir, vous aviez nos adversaires qui disaient que oui, le président Paul Biya a mis ses propres camarades ou les a lâchés parce que certains voleurs se sont retrouvés en prison. Vraiment, je partage le point de vue, du moins prospectif, prospectif de tous ceux qui ont parlé avant moi, pour une seule raison. Vous savez, du point de vue technique, le renouveau a doté ce pays des contre-pouvoirs lisibles. Et vous savez, dans tout État moderne, le premier contre-pouvoir est le Parlement. Il faut dire à ceux qui nous écoutent quand même ici que l'une des missions dévolues aux députés, le parlementaire a deux missions. Un, contrôler l'action gouvernementale, ça aussi il faut le dire, et voter les lois. Nitu est dans son rôle. L'honorable Nitu est dans son rôle. D'ailleurs, je voudrais féliciter ici, d'abord, le président Paul Biya qui a porté ses contre-pouvoirs, parce que beaucoup ne savent pas que c'est le même SDF qui a été à l'origine de ce qu'on a appelé au Cameroun le Mouchoupouguet. Moi, j'ai une mémoire. Et je pense que c'est ce type d'opposants que nous voulons. Des gens qui construisent idéologiquement et dans la République leurs revendications. Vous voyez qu'aujourd'hui, nous convenons finalement que, en mettant en place le Parlement, qui est bicaméral, Sénat et Chambre des députés, et puis aujourd'hui le Conseil régional, nous allons revenir dessus, le Cameroun se modernise. Maintenant, si moi j'ai à dire quelque chose, d'ailleurs je n'en dirai pas plus là-dessus. Mais la mission d'audit en elle-même, certains panélistes sur ce plateau doutent de sa capacité à pouvoir renseigner les Camerounais sur la nature, sur les mécanismes de gestion des fonds Covid-19. Il s'appuie sur le fait que dans le passé, plusieurs missions de ce type ont été menées et les résultats ont été transmis au président de la République et plus rien pendant de nombreuses années. Bien. Vous voulez que je vous parle franchement, comme toujours? Je pense qu'ils ont raison de douter. Ils ont raison pour deux raisons. La première, nous avons des instruments nationaux de lutte contre la corruption. Je vois la CONAC, à l'échelle, je vois la NIF, je vois d'ailleurs les structures interministérielles de lutte contre la corruption, je vois le CONSUPE, mais il faut mettre un bémol. Le CONSUPE, comme la CONAC, c'est vrai que la peur du gendarme est le commencement de la sagesse, sont des services rattachés à la présidence de la République. Or, si vous faites un bon bilan, si vous comptez le nombre de personnes, je pense ici au ministre d'État Marafa, je pense ici au ministre d'État Mebara et bien d'autres que je ne vais pas citer, et quand vous voyez le nombre de personnes qui sortent de la présidence de la République et qui sont aujourd'hui en prison,
les Camerounais ont raison de dire que nous sommes devenus Saint Thomas. Il faut voir pourquoi. Deuxièmement, qu'on laisse le Parlement jouer son rôle. Vous savez, nous les biaïstes, nous qui croyons et qui nous battons pour que la rigueur et la moralisation, les deux premiers piliers portés par le président Paul Biya en 1982 triomphent, mais nous sommes d'accord. Mais à quoi sert le Parlement? Voilà un député de la nation. Parce qu'il faut le dire, monsieur Nietzsche, vous savez, le député, ce n'est pas le SIF, ce n'est pas le RDPC qui porte l'idée même qu'on se fait du député, c'est la nation. Qui vient nous dire, je soupçonne, mais il a raison de demander une enquête parlementaire. Mais comment se fait-il qu'il n'y a pas une réaction de la part du parti au pouvoir, justement? Non, je suis là. La preuve, vous parlez à un homme du parti au pouvoir ou pas? Mais monsieur Nufele, je suis membre titulaire du comité central. Article 17. Je fais partie des instances qui dirigent le parti, à côté du président. Permettez-moi d'ailleurs de vous rappeler quelque chose. Quand je suis ici, sachez que le président Paul Biya a deux types de collaborateurs, comme la plupart des chefs d'État. Des collaborateurs administratifs, c'est-à-dire le gouvernement, et les deux piliers qui l'accompagnent, le secrétariat général de la présidence, et le cabinet civil qui a 3 missions, la communication, la sécurité et le protocole. Et à côté, le président a des collaborateurs politiques dont j'en suis un. C'est-à-dire les membres du comité central et les membres du bureau politique. Celui qui vous parle est un membre du comité central. Donc quand je vous dis bien que je suis ce que les autres ont dit, que voulez-vous encore entendre? Nous pensons tout simplement que... Nous parlons de la réaction du Parlement camerounais. Vous avez indiqué qu'un député a posé un problème relatif à la gestion controversée des fonds Covid-19. Comment expliquer le silence des autres députés qui appartiennent à la majorité présidentielle, qui appartiennent à votre formation politique? Je pense que ce n'est qu'une question de temps. Ne serait-ce que par notre passage ici, les uns et les autres comprendront désormais que les temps sont en train de changer. Le Cameroun d'avant Biya ou le Cameroun des caciques, aussi bien dans l'opposition ou au sein du pouvoir, est terminé. Nous sommes en mutation et je suis convaincu que cette affaire sera saisie par le Parlement. Parce que je connais un peu l'état d'esprit de mon camarade et notre père Kava Yegui Djibril. Moi, je suis, du moins en tant que membre du comité central, je recommande tout humblement que le groupe parlementaire du RDPC se saisisse de cette affaire à l'effet de mieux accompagner le chef de l'État dans sa mission de lutte contre la corruption. Pour que la transparence soit faite sur les fonds Covid. Je crois qu'il est temps de le faire. Ça va davantage nous rendre crédibles. Maître Achille Ledjo, sur l'initiative gouvernementale de confier ce dossier au contrôle supérieur de l'État, il y a également la Chambre des comptes qui est appelée à intervenir dans l'audit de ces fonds. Quel devrait être le canevas concrètement pour rassurer l'opinion nationale sur la transparence dans le contrôle de l'utilisation des fonds Covid-19? Mon cher Frédéric, il faut tout simplement dire que ce soit la Chambre de contrôle, la Chambre des comptes, je dis la Chambre des comptes, que ce soit cette mission spéciale d'audit des fonds Covid-19, le Camerounais lambda attend beaucoup, je dis bien beaucoup, de ces missions de contrôle-là. Bon. En ce qui concerne le carnaval, il faut dire que ce sont les commanditaires, ceux qui ont commandité ces audits, qui doivent effectivement dire voilà ce que nous attendons. Mais jusqu'à présent, nous comprenons et nous attendons tout simplement qu'il s'agit de faire la lisibilité, de donner une lisibilité, de faire un contrôle sur la comptabilité et la gestion des fonds Covid-19. Donc, pour le moment, nous ne perdons rien à attendre les conclusions et les rapports de ces différentes enquêtes. Mais nous voulons ici dire que ce n'est que la première étape. L'honorable Jean-Michel Nietzsche est dans son rôle constitutionnel, tel que prescrit par l'article 14 de notre Constitution en son alinéa 2. Je ne vais plus rien ajouter sur ce qu'a dit le représentant du RDPC, le professeur Charlemagne, sur ce plateau. Je vous dis et je reprécise qu'il s'agit là de la première étape. Si ces missions d'audit se révèlent être des camouflages, se révèlent être des écrans de fumée,
alors nous passerons à l'étape deuxième, qui sera absolument celle d'organiser les marches, pacifiques bien sûr. Voyez-vous, en 2019, nous avons organisé des marches en plein milieu d'Aqua pour dénoncer le fiasco de l'organisation de la CAN. Nous avons été gazifiés, alors qu'elle était pacifique. Donc, nous disons et nous martelons que les gouvernants, ceux qui tiennent les pouvoirs, ont intérêt à ce que l'on nous dise effectivement comment est-ce que les fonds Covid-19, plus de 50 milliards, ont été gérés. À ceux qui opposent l'argumentaire d'un acharnement contre le ministre, je leur dis tout simplement que ce complément, il est ridicule. C'est un menu fretin. Parce que, voyez-vous, si vous partez sur la page Facebook de l'honorable Jean-Michel Nitieux, début 2019, vous vous rendrez compte que c'est l'un des premiers parlementaires à féliciter ce ministre. Parce que quand il est arrivé, il sortait un peu des sentiers mal battus par le régime RDPC. Il avait une dose de fraîcheur. Il se montrait proche du corps soignant, soucieux de l'état des patients, avec des descentes inopinées, et il prenait des décisions. Vraiment, ça démontrait un jeune ministre qui avait de la fougue, qui avait de l'envie, un professionnel. Et laissez-moi vous dire que c'est lors même de ces enquêtes sur le Covid-19, moi personnellement, je me suis rendu compte qu'il n'était pas un professionnel de la médecine. Quand on parlait docteur, parce qu'il tenait bien les rênes de ce département ministériel, que tout le monde avait envie de lui tirer un coup de chapeau. Maintenant, vous allez rendre compte que l'honorable Jean-Michel Nitieux l'a fait par le passé avec l'ancien ministre des Transports, M. Mebengo, lorsqu'il créa, vous vous souvenez encore de cette affaire de première classe, ce scandale qu'il avait créé à l'aéroport international, parce que motivation pris de ce qu'il avait réservé, il avait payé un billet pour la première place, et première classe, et après Air France ayant changé d'appareil, une reprogrammation, une restructuration des places imposées. Alors, l'ayant mis en classe il a refusé. Et pour nos téléspectateurs, première classe, c'est environ dans nos francs, dans les 8 millions. Et devant l'Assemblée nationale, l'honorable Jean-Michel Nitieux le lui a rappelé, l'a interpellé. Comment est-ce que vous dites, parce que personne ne vous avait d'abord demandé cela, vous dites que vous êtes en mission au ministère des Transports, quittant du tout-puissant ministère de la Défense, vous venez au ministère des Transports, dites que vous êtes en mission, mais seulement vous laissez Cameco, qui desservait la même destination, pour aller prendre 8 millions de nos francs CFA, réserver une première classe sur Air France. Alors, lors de sa réponse devant l'Assemblée nationale, il s'est fondu tout simplement en excuses. Rappelez-vous encore, mesdames, messieurs, chers amis téléspectateurs, que lors de ce fameux achat des MA360, c'est encore l'honorable Jean-Michel Nitieux qui avait mis, n'est-ce pas, au goût du jour comme ça, là, cette mafia. Parce que, voyez-vous, on nous disait qu'on a acheté 2 MA360 à presque 32 millions avec le troisième qui était presque un cadeau. Alors, l'honorable Jean-Michel Nitieux, dans ses enquêtes, s'est rendu compte que la République du Congo, là, utilise les mêmes avions. Et après avoir fait ses enquêtes, se rend compte que un MA360, c'est dans les 6 millions. Donc les 6 milliards. 6 milliards, oui. Les 3, même en mettant de côté leur faux cadeau là, les 3 MA360 nous revenaient à 18 milliards de francs CFA. Oui. Donc presque 14 milliards qui ont été siphonnés comme ça des caisses de l'État. C'est toujours l'honorable Jean-Michel Nitieux qui a mis cela au goût du jour. Donc, c'est pour dire que, en réalité... Et ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Donc, justement, la question qui se pose, Achille Le Dieu, parce qu'en réalité, c'est... Où est ce ministre aujourd'hui? Professeur Messanga Nyamding, je te pose la question à Achille Le Dieu. Entre les dénonciations faites
et les attentes de réaction du gouvernement sur des contrôles, sur l'audit et sur des enquêtes, avez-vous le sentiment qu'il y a une prise de conscience, une volonté du gouvernement à vouloir enquêter sur ces soupçons d'implication des ministres ou d'autres personnalités gérant les fonds publics dans des scandales? Est-ce qu'il y a une volonté réelle de vouloir lutter contre ces scandales de gestion qui ont été dénoncés depuis de nombreuses années? Je répondrai par la négative. Et pour être mesuré, je resterai au conditionnel. Parce que voyez-vous, restons simples, logiques. Quand l'honorable Jean-Michel Nitieux fait cette dénonciation, la simple des choses que le Parlement camerounais aurait dû faire, c'est de constituer une enquête parlementaire et de dire, monsieur l'honorable Jean-Michel Nitieux, faites-nous part de tous vos éléments de preuve. Mais il est plutôt incongru que la Chambre des comptes se rapproche plutôt de l'honorable Jean-Michel Nitieux au mépris de tous les principes qui gouvernent les institutions de la République pour lui demander, eh bien voilà, est-ce que tu peux nous ramener les preuves? Mais ça c'est curieux. D'abord, il y a le principe de la séparation des pouvoirs. Ça c'est d'un. Et de deux maintenant, vous êtes nommé par l'exécutif. Je vous donne mes preuves. Pourquoi? Allez chercher vos preuves. Et je puis vous dire, mon cher Cédric, c'est une panique au ministère de la Santé actuellement pour pouvoir avoir une information là-bas. Mais je veux dire, c'est un combat décisif. Et laissez-moi vous dire que tout l'entourage du ministre de la Santé actuellement indexé n'est pas vu d'un bon œil. Donc, nous pensons tout simplement que... Mais vous n'allez pas soupçonner tout le monde quand même. Dans tous les cas, dans la grande majorité, professeur. Nous pensons tout simplement que c'est le lieu ici pour nous d'interpeller ces responsables chargés de ces différentes missions spéciales d'audit, de la comptabilité, de la gestion des fonds Covid-19, que le peuple camerounais vous regarde. On attend du sérieux. Et si vous faites un camouflage, nous allons passer à l'étape supérieure. Les personnalités impliquées dans la gestion des fonds Covid-19 bénéficient de la présomption d'innocence. Il faut l'indiquer, être pondéré. Mais cependant, il y a ce problème qui se pose avec les multiples missions de contrôle du contrôle supérieur de l'État mené au Cameroun, mais qu'il n'y a pas eu de suite. Les Camerounais ont appelé à voir plus clair dans la gestion des fonds liés à la CAN qui devrait se tenir en 2019. Il y a eu un silence assourdissant au sein du gouvernement. Il a été annoncé des audits, mais pas autant de mobilisation à laquelle devraient s'attendre les Camerounais. Dans le cas précis, qu'est-ce que vous entrevoyez? Il faut dire que des mécanismes et des institutions ont été mis en place dans le cadre de la lutte contre la corruption. Tout à fait. Les détournements de fonds publics. On citait tout à l'heure l'Agence nationale d'investigation financière, on citait la CONAC, on citait le CONSUP, et notamment le Conseil de discipline budgétaire et comptable financière. On citait également les structures interministérielles de lutte contre la corruption. Mais on observe un élément commun dans le fonctionnement de la plupart de ces institutions qui ont été mises en place, notamment en ce qui concerne la CONAC, comme en ce qui concerne le CONSUP, qui doivent tous faire des rapports, les adresser à la présidence de la République. Il revient maintenant à la présidence de la République l'opportunité d'engager des poursuites dans tel ou tel cas qui ont été soulignés dans ces rapports. Oui, tout à fait. C'est pour vous dire que l'efficacité aurait été celle que la CONAC ou, n'est-ce pas, le CONSUP ait la possibilité directe de poursuite. Je suis d'accord. Ce sont ces manquements et ces insuffisances qui fragilisent la lutte contre la corruption, la lutte contre les détournements de fonds publics et la bataille qui est menée pour l'assainissement des finances publiques. Ça, ce sont des observations qu'il faut faire pour mieux comprendre ce qui se passe. En ce qui concerne les grands chantiers de la CAN 2019,
laquelle CAN a glissé en 2021, puis glissé une seconde fois en 2022, si c'est en 2023, parce que des questions se posent aujourd'hui. C'est vrai, le CHAN va débuter en janvier. On verra dans quelles conditions ça va se passer, si tout va bien se passer ou pas. Mais il reste qu'on n'a pas encore fait le bilan de l'échec de l'organisation de la CAN en 2019. Et la plupart des partis de l'opposition, et notamment le MRC et le SIF, se battent depuis pour qu'on fasse le point, pour qu'il y ait un véritable audit sur la manière dont les chantiers ont été menés et qui ne sont à ce jour pas terminés. Ils ne sont à ce jour pas terminés. Que ce soit les stades Olembe ou Japoma, on s'attendait à un complexe. On a les stades, mais on n'a pas le complexe. Et même le CHAN va être organisé sans qu'on ait ce qui était prévu. Un complexe, pas seulement le stade. Il y a une différence entre la construction du stade et le complexe du stade. Il y a une différence. Parce que dans le complexe, il y a un certain nombre de bâtiments et d'autres structures autour du stade qui facilitent, n'est-ce pas, pour les joueurs, pour les staffs de la CAF, de la FIFA et autres. Parce qu'il y a également un élément de complexe qui concerne le côté hôtelier et le côté santé, qui est fondamental lorsqu'on organise des championnats d'une telle envergure. Et je voudrais dire, en ce qui concerne précisément les grands chantiers de la CAN 2019, et c'est l'objet d'une interpellation que nous refaisons encore sur ce plateau, que le président de la République ordonne un véritable audit. Parce que les acteurs sont connus. Nous n'allons pas les citer sur ce plateau. Tous ceux qui ont coordonné les grands chantiers de la CAN sont connus. Ils sont connus. Je suis d'accord avec vous. Ils sont connus par le président de la République. Oui, oui. Certains sont ses propres collaborateurs. Oui, oui, oui. D'autres sont membres du gouvernement. Oui. Il est important pour la transparence Oui, oui. et pour l'image même du Cameroun en Afrique et à l'extérieur. Que l'on sache pourquoi nous n'avons pas pu organiser la CAN dans les délais. Pourquoi l'image du Cameroun est si mauvaise? Parce que, rappelons, et ce n'est qu'un indice que je donne, parmi ceux qui ont contribué au glissement de la CAN, il y a des ministres en fonction qui, curieusement, sont devenus ministres d'État. Comme si c'était une manière de les féliciter d'avoir échoué. C'est paradoxal. Monsieur Noufele, je voudrais dire ici que le monde entier nous regarde. Le monde entier voit comment nous luttons contre les détournements de fonds publics, contre la corruption. Mais prouvons-le. Prouvons-le. Il faut un véritable audit sur les grands chantiers qui ont échoué. Et je souhaite, on parlait tout à l'heure des manquements et des tentatives de prise d'intérêt du ministre de la Santé dans tous les dossiers et dénonciations qui ont été diffusées même par la presse. Nous souhaitons qu'il y ait dans ce cas une véritable commission d'enquête parlementaire. Nous souhaitons également que pour l'affaire des grands chantiers de la CAN, en plus des audits, qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire qui interpelle tous les acteurs de l'échec de l'organisation de la CAN 2019. Après vous, Edmond Kamgia, Roger Justin Noah, nous sommes à quelques jours du traditionnel discours du président Paul Biya et la question de la corruption et du détournement des deniers publics se pose avec acuité au Cameroun. Au sein du MRC, qu'est-ce que vous proposez concrètement pour mettre un terme à ce fléau qui gangrène l'administration publique et la société camerounaise? Oui, avant d'y arriver, permettez-moi quand même de rappeler que le président national et plusieurs dizaines de nos militants sont allés en prison en 2019 exactement pour avoir demandé l'audit, n'est-ce pas, des fonds liés à la construction des infrastructures de la CAN 2019. Et un an après, rien n'a changé. Il n'y a jamais eu d'audit. Les Camerounais ne savent pas comment on a dépensé plus de 1000 milliards, alors que le Cameroun manque de beaucoup d'infrastructures, sur les plans éducation, santé, etc. C'est cela qui me fait dire qu'aujourd'hui, on ne saurait croire à cet autre audit
liées à la gestion des fonds Covid. Pour nous, c'est juste un camouflage pour se protéger. La bande de copains voleurs se protège entre eux. Nous pensons qu'on pourrait tout au moins avoir la mise en place, comme l'a dit le consultant, M. Kamgia, des commissions d'enquête parlementaire. Je pense que c'est cela qui a permis de lancer même la lutte contre la corruption avec le Mouchi Pogate lorsqu'on avait mis en place une commission d'enquête parlementaire. Je donne plus de crédit à une commission d'enquête parlementaire parce que je sais qu'il y aura dans cette commission plusieurs membres de l'opposition et je pense que ces commissions d'enquête pourraient faire un travail assez important. Maintenant, permettez-moi aussi de dire que par rapport à ce qu'a dit le professeur Nyamdi qui félicitait le président Paul Biya pour avoir mis en place des contre-pouvoirs. Non, je pense que je voudrais dire au professeur qu'il faut créer pour M. Biya un prix Nobel de la bonne gouvernance, parce que c'est ce qu'il mérite, effectivement. Il nous dit que le Parlement est un contre-pouvoir. Comment est-ce que le Parlement peut être un contre-pouvoir quand il est nommé par le président de la République, quand il est nommé par l'exécutif? Comment même la justice peut être un contre-pouvoir lorsqu'elle est aux ordres de l'exécutif? Non, il ne faut pas qu'on manipule les Camerounais. Nous ne sommes plus à cette ère-là. Les Camerounais ont ouvert les yeux. Nous savons qu'il y a un seul homme qui dirige, qui fait tout. Il reste seulement qu'il nous donne l'ordre de respirer. C'est M. Paul Biya. Et c'est pourquoi il s'accroche au pouvoir, honteusement d'ailleurs. Et autour de lui, il n'y a que des gérontes, des vieillards là, qui se soutiennent, qui volent, qui empêchent que les jeunes et les femmes participent à la gestion des affaires dans ce pays. On va reparler de ça tout à l'heure lorsqu'on parlera des concerts régionaux. Donc je dis, on n'a pas à féliciter M. Paul Biya, il faut plutôt lui donner le prix Nobel de la pire des gouvernances dans le monde. C'est ce qu'il mérite effectivement. Maintenant, oui. Allez-y. Sur la question de la lutte contre la corruption, c'est simple. Et je pense que M. Kamgia l'a dit. Il faut réduire la multitude d'institutions qui interviennent dans la lutte contre la corruption. Parce que c'est du saupoudrage. Chacun fait ça et ça fait désordre, ça fait cacophonie. Il faut avoir une ou deux institutions maximum qui sont chargées de la lutte, comme on voit dans d'autres pays contre la corruption, avec des missions précises et avec un pouvoir d'instruction. Oui. Parce que si la CONAC, par exemple, se limite à faire des recommandations dans un rapport qui est adressé au chef de l'État, sans qu'il n'y ait jamais eu d'effet, ça ne donne absolument rien. Il faut que la CONAC, effectivement, ait un pouvoir d'instruction. Dès qu'ils ont fini les enquêtes, que ce soit transféré à un procureur, afin que les concernés puissent répondre les actes. C'est ce que le peuple attend. On nous dit que non, on envoie les gens en prison. On vous a dit que les Camerounais veulent que les ministres aillent en prison. Et quand ils sont en prison, ça nous apporte quoi? Absolument rien. Qu'ils remboursent l'argent. Et je pense que l'une des choses que l'on peut faire, c'est que si vous êtes reconnu coupable, l'on saisisse tous les biens que vous avez acquis avec l'argent détourné. Sans moins, ça peut amener les gens à arrêter de continuer à détourner les fonds. Parce que, imaginez-vous, depuis qu'on parle de lutte contre la corruption, est-ce que ça empêche que ces gens-là continuent à voler? Chez Jacques Joux, il y a quelques années, c'était un ministre qui avait 300 millions de francs en espèces chez lui. La justice n'en a rien fait, elle est aux ordres. C'est récemment un ministre qui a chez lui 135 millions. Il a une banque, c'est une microfinance. Il fait quoi avec autant d'argent chez lui? C'est pour faire quoi? Ça vient d'où? Mais allez voir certains directeurs d'administration centrale là, ils rentrent avec des sacs d'argent, notamment au ministère des Finances. Ils rentrent avec des sacs d'argent, l'argent là vient d'où? C'est l'argent de la corruption. Voilà. Et on ne peut pas continuer comme ça. Après vous, Roger Justin Noah, professeur Msanga Nyamding, au-delà des propositions qui ont été faites, il y a une préoccupation qui se pose au Cameroun. Le fait que les aspirations des jeunes et des femmes sont loin d'être prises en compte dans les cercles de décision. Illustration cette semaine avec la session de plein droit concernant la mise en place des exécutifs régionaux
à l'extrême nord, il y a eu des manifestations des femmes choquées du fait qu'aucune femme ne se retrouve dans le bureau du conseil régional, encore moins dans les commissions mises en place. C'est la même réalité observée dans l'Adamawa et dans d'autres parties du Cameroun. Elles sont soit deuxième vice-présidente, ou questeur, ou secrétaire. Comment expliquer cette mise à l'écart des jeunes et des femmes dans la mise en place des conseils régionaux? Oui, mais avant, Cédric, quand on encadre le débat, je vous connais très professionnel. Donnez-moi aussi la possibilité, je vais le faire, je vais prendre ça sur mon temps, mais de savoir qu'il y a deux de l'autre côté qui incriminent systématiquement le gouvernement. Et moi, je dois avoir aussi au moins le même temps de parole pour répondre. Parce qu'il y a parfois des énormités qui sont ici sorties. Surtout, et avant de répondre à votre question, à l'observation. En transition, je voudrais vous faire remarquer que M. Noah a dit des choses qui ne sont pas correctes et justes. C'est bien parce que c'est à Mondio Vision qu'il montre qu'il ne maîtrise pas les mécanismes de fonctionnement d'un État. Vous savez que vous soyez en France, aux États-Unis ou même au Cameroun, c'est lorsque vous avez la majorité à l'Assemblée que vous proposez à la tête du Parlement le parti issu de la majorité. Je crois que votre consultant le sait. Oui. Il ne peut pas me dire non. Alors, vous voyez, voilà des gens qui font... Le problème, c'est comment ne me coupez pas. Vous voyez, monsieur, il faut qu'on vous muselle parfois. Hein. Vous dites tellement de bêtises que je vais vous répondre. Moi, je vais vous répondre. Comment on fait pour arriver au Parlement? Monsieur Cédric, vous voyez, c'est de ça qu'il est question. Fermez-la, monsieur. Non, soyons oui, non, c'est lui qui doit se taire. Soyons parce que je voudrais... C'est de votre émission. Pour le professeur Messanga Nyamding à la parole. Oui. Je voudrais lui dire. Je ne peux pas vous laisser mon temps de parole. Je ne me tais pas pour Roger Justin. Monsieur, fermez-la. Roger Justin. Non. C'est pas comme ça que je ne peux pas vous laisser. Alors, Roger Justin. Je vais vous répondre. Messanga Nyamding à la parole. Vous avez dit une grossièreté. Vous avez dit une grossièreté comme d'habitude. Et c'est bien parce que vous êtes devenu un grand comique dans la communication sur le président Paul Biya. À mon Dieu Vision, vous dites qu'il nomme. Le président n'a jamais nommé le président de l'Assemblée. Il fait quoi? Vous pouvez vous taire un peu. Je vous en prie, là, la parole. J'ai la parole, monsieur. Allez-y, je vous en prie. Le président de la République, comme partout dans le monde, lorsque vous disposez d'une majorité parlementaire, il est bien entendu qualifié à choisir celui qui veut être président du Parlement de son parti. La même chose se produit à l'échelle du groupe parlementaire et le même effet est vécu au niveau du Sénat. Alors, vous ne pouvez pas dissocier la notion de majorité parlementaire. Bon, je vous comprends. Hein. Vous êtes d'un parti, issu d'un parti qui n'a ni conseillers municipaux, ni députés, qui ne comprend même pas ce que c'est que la démocratie représentative. Ça, je vous comprends. Mais étant à côté de nous, le SDF, le RDPC, prenez bien aussi le temps de nous écouter. Vous allez comprendre que la force d'un système démocratique, monsieur, c'est la représentation. Nous avons choisi de ne pas participer à votre... C'est votre problème, ça ne me dit rien, on s'en fout de ça. Je vous en prie. Roger Justin, je vous en prie. Roger Justin, je vous en prie. Messanga Nyamding à la parole. Vous êtes intrus. Réformons le système électoral et nous participerons. Alors, pour terminer, vous êtes un intrus lorsqu'on parle de la démocratie représentative. Parce que vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien. Mais que savez-vous du rôle d'un député? Vous avez l'expérience de la fraude. Taisez-vous un peu, monsieur. Vous avez l'expérience de la fraude. Je vous en prie, Roger Justin. Le professeur Messanga Nyamding à la parole. Vous là, ma mère est étonne, vous êtes étonne, je connais votre mentalité. Sachez que la mentalité étonne que vous avez. On ne va pas faire un débat communautariste. Je vous en prie, Roger Justin, sauvage que vous avez. Roger Justin et Messanga Nyamding. Roger Justin, c'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole, messieurs. C'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole. Roger Justin. Roger Justin et Pascal Charlemagne. Je vous en prie, c'est moi qui ai la parole. Je vais recentrer le débat. Roger Justin. Roger Justin, je vous en prie. Messieurs, j'ai la parole. Alors, je vous en prie, messieurs, revenons sur ce débat important qui semble opposer le représentant du MRC et celui du RDPC. Le débat était sur la question des contre-pouvoirs existants au Cameroun. Vous avez indiqué, professeur Pascal Charlemagne Nyamding, que le chef de l'État a mis en place des contre-pouvoirs. Vous avez cité le Parlement. Mais la question qui se pose, au-delà du fait que le parti ayant la majorité des sièges au Parlement a la possibilité de nommer le président
du Parlement, que ce soit le président du Sénat ou à l'Assemblée nationale, la question qui se pose est celle de savoir si ce Parlement au Cameroun joue véritablement son rôle de contre-pouvoir. Est-ce qu'il utilise son pouvoir législatif pour contrôler le gouvernement? Alors maintenant, c'est une histoire des représentants des partis qui ont une expérience à l'Assemblée, je le reconnais. C'est que le président Paul Biya attend des députés. C'est que les Camerounais attendent des députés. C'est qu'ils jouent pleinement leur rôle. Je l'ai rappelé. Les députés ont deux missions. Voter les lois et contrôler l'action gouvernementale. Mais alors, je voudrais rejoindre sur un point bien précis concernant la lutte contre la corruption, votre consultant, M. Edmond Kambia. Vous savez que lorsque vous mettez en place des instruments de lutte contre la corruption, il faut deux choses. D'abord, doter de ces structures des moyens. Reconnaissons que si la CONAC joue bien son rôle, qui est en fait un rôle de rapport, de dénonciation, la CONAC n'a pas un rôle de répression. Et celui qui vous parle, c'est un biaïste. Je pense, avec comme Edmond Kambia, il faut renforcer le rôle de la CONAC. Donc en clair, vous êtes en train de dire que le problème se pose au niveau de la présidence de la République. Non, je dis que... Parce que c'est elle qui reçoit les rapports et qui doit pouvoir enclencher les procédures judiciaires. Mais on observe qu'il n'y a pas toujours de procédures judiciaires enclenchées lorsqu'il y a ces rapports déposés sur la table de la présidence de la République. Est-ce que c'est là le problème? C'est là le problème. Je vais vous dire pourquoi. Si vous me permettez aussi d'aller jusqu'au bout comme les autres. Vous allez vous rendre compte effectivement que la CONAC dénonce, elle mène des enquêtes, elle maîtrise ce qu'on appelle la poursuite, c'est-à-dire qu'avec les effets de preuve. Et vous allez constater une chose, je me suis parfois amusé à aller au TCS et dans les diverses juridictions où on poursuit parfois les coupables de corruption ou encore tout ce qu'on appelle les détournements de deniers publics. J'ai constaté que nos braves magistrats ont parfois des problèmes de preuve. Pourtant, on vous dit quand même qu'il y a eu vol. Moi, j'étais par exemple au procès où j'ai vu, malgré cette petite vue, le juge Chilik, après avoir écouté un jour un porte de régime, pour ne pas le citer, M. Marafa, il lui dit, mais est-ce que vous avez reçu l'argent, les milliards? Il dit oui. On n'a vu ni milliards, ni argent. Mais il avait du mal à porter la preuve que oui, on a détourné. Chilik a secoué la tête. Il a dit de toute façon, on n'a pas vu l'argent, on n'a pas vu l'avion. Ramenez donc à cette notion de preuve, qui est un élan propre des vices de consentement, la preuve. Mais moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut donner à ces institutions la possibilité de poursuivre, s'adapter. N'oubliez pas que c'est sur ce plateau où moi j'ai parlé de la notion de surveillance préventive. Le droit est dynamique. Maintenant, ramener à ce qui se passe malheureusement aujourd'hui au Cameroun, les Camerounais sont très astucieux. Je vous assure, Cédric Noufelé, l'une des difficultés que le président Paul Biya a eues 38 ans après, c'était pas la mise en place des institutions. C'est pourquoi à un moment donné, je n'ai pas été d'accord avec ces personnes de Barack Obama qui tendaient à dire que l'Afrique a besoin des institutions fortes et non des hommes forts. C'est faux. Moi, je crois qu'aujourd'hui, le gros problème que nous avons, ramener même à cette affaire de la Covid, ramener même aux structures de lutte contre la corruption, on a besoin des hommes forts. Et pour chuter sur le second volet de votre préoccupation, la représentation, je vous assure, Cédric Noufelé, la main sur le cœur, après une trentaine d'années de militants, pas militants seulement déclarés, parce que j'ai été le patron du parti à Paris pendant des années. Je sais ce que c'est qu'une élection pour arriver à la tête d'une structure de base. Je suis aujourd'hui membre du comité central, ça je l'avoue, parce que le président Paul Biya l'a voulu. Les larmes que j'ai constamment aux yeux, c'est lorsque je vois comment on bafoue au quotidien ce que j'ai toujours appelé l'intention présidentielle. Lorsque prenez les circulaires, lorsqu'il y a eu les investitures au Sénat, à la députation, renouvellement des organes de base, très récemment encore au régional, aux communes, je vous assure, Cédric Noufelé, je ne viens pas ici faire la propagande pour le président Paul Biya. Toutes les circulaires du président, dans le contenu, c'est mon rôle aussi, monsieur. Comme vous avez le droit de le faire pour le SDF, dans ces circulaires, le président mettait l'accent sur 1. Renouvellement du personnel politique. 2. Représentation des femmes. 3. Représentation des jeunes. Est-ce que ces trois critères ont été pris en compte? Pas du tout. Pas du tout. Vous comprenez mon combat dans ce parti où je pense qu'il faut qu'on change très vite les hommes. Le président doit changer les hommes. C'est-à-dire que le coup de grâce, il a mis en place de belles institutions. Personne ne peut nier. Pour preuve aujourd'hui, les uns et les autres s'expriment ici parce que
Par exemple, le représentant du SDF représente ici un parti parlementaire. Je vous assure, regardez, grande mairie. Parmi tous les... On a 14 communautés urbaines. Je vous assure, aucune femme. Moi, le Biaïs, j'ai pleuré. J'ai pleuré, j'avais honte de dire que nous portons ce parti. Et sorti de là, nous avons dit, bon, nous allons un peu attendre. On a eu, après, les élections régionales. Comment vous pouvez expliquer ça? Qui peut expliquer, qui peut être comptable de ce qui se passe? Lorsque sur 14, je vous dis bien, communauté urbaine, il n'y a aucune femme. Prenez même une ville comme Yaoundé. Moi, je ne vais même pas loin, dans la capitale économique. Ce qui m'a choqué en tant qu'homme politique, c'est que sur les 7 mairies de Yaoundé, à la tête, dans la capitale, il n'y a aucune femme maire. Mais ce remake, ça vient encore de se produire au régional. Comment nous pouvons avoir des instances du parti, conformément à l'article 25 des statuts de notre parti, où vraiment le président a confié quand même la lisibilité, la traçabilité, la matérialité à certains camarades, et qu'il n'y ait aucune consigne pour qu'une femme soit, minimum 3 femmes soient à la tête des régions. Je partage votre point de vue. Et il faut comprendre qu'à un moment donné, Cédric, nous allons dépasser les étiquettes politiques. Vous savez, certains viennent sur les plateaux et disent, je suis du SIF, je suis du MLC, je suis ici. Mais vous oubliez quelque chose, mes chers amis du MLC. Vous qui agressez systématiquement tous ceux qui portent l'étiquette du R. Nous sommes d'abord des Camerounais. Moi, j'agis en tant qu'homme politique, d'abord pour les Camerounais. Et à partir de là, vous allez comprendre que lorsque le Cameroun se portera bien, nous aussi, nous allons bien nous porter dans nos partis. Et qu'est-ce qui peut donc expliquer le fait que ce soit des anciens délégués du gouvernement, des anciens maires, qui sont essentiellement désignés par la hiérarchie de votre formation politique pour être les candidats à ces élections qui se sont tenues lors de la session de plein droit et qui les ont permis de revenir aux affaires? D'abord, je vais répondre en disant qu'est-ce qui explique cela, parce qu'il y a 2 déterminants, mais en vous faisant une observation. Je vous assure, Cédric Ofele, tous les Camerounais qui nous attendent, je vais vous donner une exclusivité des choix qui se sont opérés. Il y a eu d'abord les investitures qui se sont opérées à l'échelle des délégations régionales. Le président Paul Biya ne s'est pas mêlé. C'est l'exclusivité. Vous allez voir l'exclusivité de droit de réponse. Ensuite, on a tout remonté au secrétariat général qui a discriminé. Moi, je suis témoin, parce que moi, j'étais à la présidence de la République. À un moment donné, le président Paul Biya, lorsque les documents sont revenus du secrétariat général, il a dit surtout, on ne touche rien de ce qui a été porté par le secrétariat général. C'est une exclusivité que moi, je vous donne ici. Les membres du gouvernement nous écoutent, les Camerounais nous écoutent. Le président Paul Biya a instruit dans son cabinet et au secrétariat général que tout ce qui a été remonté par le secrétariat général ne soit pas retouché. Donc tout ce que vous voyez là est d'abord une responsabilité du secrétariat général du parti que je ne critique pas. Et je tiens à vous le dire, Paul Biya a refusé de se mêler. Il a dit, je ne me mêle pas, hein, il y a une redistribution des responsabilités, je suis un légaliste, je ne touche à rien. Mais là, qu'est-ce qui explique cela? Vous avez 2 types de collaborateurs auprès du président de la République. Ceux qui veulent qu'il échoue à tout prix. Et à tous les prix. Mais ils s'en foutent. Mais ces gens n'ont rien à faire de l'image du président et de sa crédibilité. Vous savez, certains ont parlé ici, parce que moi je les connais. Certains ont parlé ici des détournements de fonds. Mais vous avez même oublié des combats que nous, dans le RDPC, les biaïstes ont menés. Où sont les projets structurants? Où est Mekil? Où est Mvegle? Où est Lompanga? Où est même le port à eau profonde de Kribi, qui était un complexe agro-industriel, industriel-portuaire. Vous comprenez? Il y a plus que ça. Donc, vous savez qu'il y a des gens qui sont engagés. Ils ne portent que leur toc pour dire qu'ils soutiennent le président. Mais quand vous voyez les actes que certaines personnes occupant les postes, les fonctions de pouvoir et de décision, mais vous vous demandez vraiment s'ils sont du RDPC. Moi, je suis plus proche parfois, quand je change, de regarder mon aisance ici, avec quelqu'un du SDF, où je dis, mais mon cher, vous avez fait de très bonnes analyses. C'est le Cameroun qu'on défend. C'est le Cameroun d'abord. Demain, le président Paul Biya ne sera pas là. Deuxièmement, eh bien, il y en a qui sont déjà dans la logique de l'après-Biya. Les gens se sont enrichis. Ils ont mis en place des copains. Même ce monsieur très nerveux du MSC,
Je voudrais lui dire qu'effectivement, il a raison sur un petit point. Les gars préparent l'après-billard. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils ont besoin de voler, de prendre de l'argent, de faire tout ce que ne va pas. Mais à un moment donné, je crois qu'effectivement, et je suis là-dessus, nos opposants ici sur le plateau n'ont pas tort. Tous les regards sont tournés aujourd'hui vers le président Paul Biya pour que, in fine, sans toutefois dire que tous les membres du gouvernement sont mauvais, contrairement à ce que les gens disent, pour qu'il nous dote, avant un jour son départ, d'un personnel politique crédible. Après vous, professeur Msanganya, Achille Ledio, exécutifs régionaux mis en place, est-ce que ça sera l'accélération de la décentralisation lorsqu'on regarde l'architecture politico-administrative dans nos régions? Les présidents de conseils régionaux, le gouverneur, le super-maire de ville, le préfet, les sous-préfets, les maires d'arrondissement, comment tout cela va-t-il s'agencer pour accélérer cette décentralisation qui est présentée par le gouvernement? Mon cher Cédric, lors de l'une de vos émissions spécialisées qui traite de la politique, j'avais dit en son temps que ces régionales sont pour moi encore ce que j'ai qualifié d'institutions gadget. Véritablement, ça n'apportera rien dans l'amélioration du vécu, du quotidien des Camerounais. Car voyez-vous, c'est une affaire qui est très mal pensée parce qu'elle ne répond pas effectivement aux aspirations du peuple. Quand vous regardez comment est-ce que ça va se passer, vous rendez tout simplement compte que c'est le fonctionnaire qui est au centre de tout. Alors que dans un véritable système de transfert de compétences aux collectivités territoriales décentralisées, c'est l'élu local qui devrait être au centre de toutes les préoccupations. Alors, le 6 décembre 2020 restera dans les annales de l'histoire du Cameroun comme étant la date qui a connu les premières élections régionales au Cameroun. Et oui. Effectivement, ces annales de l'histoire du Cameroun nous retiendront également que à l'issue de l'élection de plein droit, ces résultats sont honteusement historiques parce que, voyez-vous, au jour d'aujourd'hui, depuis le 25 mars 2018 qu'a commencé ce processus avec l'élection des sénateurs, la présidentielle, les municipales et les législatives et puis les régionales, vous rendez tout simplement compte que le représentant du RDPC l'a si bien fait de le relever, 0 maire de la ville. Vraiment. 0 maire de la ville, femme. 0 femme comme président des exécutifs régionaux. Et 14 communautés urbaines. C'est 0 femmes. Nous disons que... C'est quand même scandaleux. Si on jette encore un regard plus loin, 0 femme gouverneur. Actuellement au Cameroun, 0 femme gouverneur. Donc, cette exclusion des femmes au sommet des exécutifs régionaux, avec une forte domination masculine, est un déshonneur. Un déshonneur parce que... Vraiment, je suis d'accord avec vous. Permettez-moi de vous le dire, cher ami. Je suis totalement d'accord avec vous. C'est la preuve. C'est la preuve, c'est peut-être où on ne sera pas d'accord, monsieur le professeur. Je vous en prie. C'est la preuve que la fine couche de peinture de République qu'on semble badigeonner le Cameroun n'est qu'un leurre qui fond au soleil comme du beurre. Les élections régionales, nous, au SDF, il faut le dire, et je le martèle ici, c'est un système de reproduction de l'élite dirigeante. Pour venir ici, j'ai fait des petites recherches sur la personnalité ou la personne des présidents des exécutifs régionaux. La première observation, c'est que le RDPC contrôle 9 régions sur 10. Au centre, nous avons M. Timi Evuna. C'est un ancien délégué du gouvernement près de la communauté urbaine de Yaoundé, ayant passé 15 ans à ce poste, avec 76 ans au jour d'aujourd'hui. Nous partons à l'est. Alphonse Mbélé. C'est un ancien délégué du gouvernement près de la communauté urbaine de l'Est.
Il est de du Berthois. RDPC, de Berthois, autant pour moi. Nous partons à l'extrême nord. Daniel Kalbassou, c'est un ancien député RDPC. Nous partons dans le littoral avec Banlon Polycarpe, c'est un ancien député RDPC. Nous partons au nord-ouest. Le président, c'est le professeur Anguafor. Tout le monde connaît que c'est bien l'enfant de l'autre. Et c'est un ancien. 35 ans. Ancien. 35 ans. S'il vous plaît. C'est son, je vais dire, ses états de service qui m'intéressent ici, pour lui. C'est un ancien secrétaire général du ministère de la Santé et directeur général de l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé. Tous du RDPC. Je continue à l'ouest avec le docteur Foka Jules Hilaire. C'est le président de la section RDPC MIFI Centre qui est l'ancien maire de Bafoussam, premier chassé par le SDF, bien sûr. Oui, c'est vous qui l'avez battu aux élections. Je le reconnais. C'est lui qui paie les élections à Bafoussam. Je vais finir avec le sud-ouest, qui est un ancien sous-préfet, et son premier vice, c'est un membre du conseil d'administration de la CIATV. C'est terrible. Vous comprenez que le RDPC, cher professeur, est obnubilé par la boulimie de tout ravager, de tout contrôler, et puis nous ne sommes plus en réalité dans une démocratie. Est-ce que le choix de cette personnalité serait lié à leur expérience, à la fois dans la gestion des collectivités, pour le cas des anciens délégués du gouvernement, et également leur capacité à connaître la gestion publique pour ceux qui ont été députés ou maires? Non, Cédric, il faut se dire la vérité. La jeunesse a de la matière grise. Ces gérontocrates-là, ces vieillards qui ont eu déjà à servir le pays et à très mal servi le pays, véritablement, devaient rentrer dans les tiroirs des oubliettes en ce qui concerne l'administration, du moins en ce qui concerne la gestion des affaires publiques du Cameroun. Il est question que l'on laisse la place à une nouvelle génération de politiques, et le professeur Metsanga Nyamding l'a dit, l'a exprimé de tout son vœu, qu'il aurait été bon que l'on laisse émerger d'autres matières grises. Les femmes et les jeunes. D'autres matières grises. Je ne comprends pas comment M. Timé Vouna, ce n'est pas un acharnement contre lui. 15 ans passés à la tête de la communauté urbaine de Yaoundé, 15 ans, 76 ans, vous venez encore faire quoi? Mais ici, il a la confiance de ses camarades du RDPC qui estiment qu'il est le mieux placé. Non, et c'est ce que... Est-ce que vous occultez cette confiance que leur accordent leurs camarades du RDPC? C'est justement ce que le représentant du MRC semble dire et décrier sur ce plateau en parlant de nomination. Il faut le dire, parce qu'au RDPC, pour l'avoir connu et avoir fait quelques recherches là-dessus, c'est difficile qu'ils ne passent pas je vais dire pas les primaires. Chez eux, c'est les investitures. C'est-à-dire, dès qu'on vous a coopté, on vous a choisi, c'est une patte blanche qu'on vous a donnée. Donc, il y a un jeune, il peut avoir un jeune qui postule au même, je vais dire, qui veut le même poste que vous, et qui peut vous battre à plat de couture si vous passez par les primaires. Mais le RDPC ne veut véritablement pas exposer cette facette-là à la vue du monde, préfère passer par les investitures alors que les primaires auraient dû mettre ces vieillards-là de côté. Quand quelqu'un a géré une capitale politique et ressort avec un nom de Jack Bauer, comprenons que c'est un triste passé et qu'il devait avoir le courage, la hardiesse de passer le commandement à la jeunesse montante. Ne pensez pas que cette jeunesse-là n'a pas d'expérience. Et je vous le dis, mon cher Cédric, vous êtes d'ailleurs l'un des exemples dans votre domaine, la jeunesse a de la matière grise. Il faut seulement leur
donner l'opportunité de s'exprimer et tout ira pour le mieux. Achille Le Dieu, j'aimerais qu'on s'intéresse aux pouvoirs et compétences prévues dans le cadre de la loi sur la décentralisation, pouvoirs des conseils régionaux. Est-ce que sur ce point-là, on devrait s'attendre d'ici 2021 à une capacité de ces présidents de conseils régionaux à mobiliser leurs ressources, à disposer des compétences nécessaires pour mieux développer les régions? C'est politologique, ça. Ce serait très difficile de se prononcer aujourd'hui parce que les exécutifs régionaux ont aujourd'hui l'obligation de mobiliser les ressources, même dans les partenariats privés, publics, pour pouvoir avoir ce qui doit leur permettre de pouvoir développer leur terroir. Je ne voudrais pas que ces exécutifs pensent que la manne viendra du gouvernement, puisque quand on vous dit collectivité territoriale décentralisée, 15% au jour d'aujourd'hui, on est à peut-être 7%. En réalité, pour chuter là-dessus, il serait tôt de se prononcer, mais tel que la loi est conçue, il doit avoir beaucoup de conflits de compétences sur le terrain, mais ceux qui pourraient tirer leur épingle du jeu, ce sont ces exécutifs-là qui auront cette facilité de mobiliser et de nouer des partenariats pour lever des fonds. Après vous, Achille, Edmond Kamgia, lorsqu'on observe la même architecture de la décentralisation en France et au Cameroun, on voit bien qu'il n'y a plus de gouverneur, il n'y a pas de sous-préfet, uniquement les préfets et présidents de région qui travaillent avec les maires de ville et les maires d'arrondissement. Mais au Cameroun, gouverneur toujours présent, préfet, sous-préfet, maire de ville, maire d'arrondissement et aujourd'hui président de conseil régional. Est-ce que tout cela peut se mettre en musique, Edmond? Avant de répondre à cette question, Céline Oufélé, je vais revenir sur un commentaire du professeur Mesanga Nyamdim relative à une affirmation qui avait été faite par l'ancien président américain Barack Obama, qui disait qu'il est important d'avoir des institutions fortes et non pas des hommes forts. Le professeur Mesanga Nyamdim a pris les choses à l'inverse, a estimé qu'il faut plutôt des hommes forts et non pas des institutions fortes. Moi, je m'aligne dans le sens de Barack Obama. Il faut plus des institutions fortes que des hommes forts. Je parle en prenant l'exemple même des États-Unis, où il existe effectivement la séparation des pouvoirs. C'est-à-dire que le pouvoir exécutif aux États-Unis est contrebalancé par le pouvoir législatif, lequel est également contrebalancé par le pouvoir judiciaire. Le judiciaire aux États-Unis est indépendant. Le pouvoir législatif, le Congrès, est indépendant. Le pouvoir exécutif également. Et ils ont une chose que nous n'avons pas au pays, qui est important, qui renforce les pouvoirs du Congrès. Notamment le travail que fait le Sénat américain pour valider ou légitimer ou ne pas légitimer les propositions des futurs membres du gouvernement. Ce que nous n'avons pas chez nous. C'est-à-dire, aux États-Unis, lorsque un président de la République, par exemple Joe Biden, il a déjà annoncé sa future équipe. Mais pour que sa future équipe entre en fonction, un à un, ils vont passer, leur candidature va passer au Sénat, qui va éplucher leur candidature. Certaines candidatures vont passer, d'autres ne passeront pas. Parce que pour être membre du gouvernement aux États-Unis, il faut que ta candidature passe au Sénat. Nous n'avons pas cette formulation au Cameroun. Je commence par prendre cet exemple pour dire que je ne partageais également pas la position du professeur Mesanga Nyamdim lorsqu'il a dit que le pouvoir parlementaire au Cameroun, c'est-à-dire que le législatif, est un contre-pouvoir. Non, il n'est pas un contre-pouvoir. Parce qu'au Cameroun, la réalité veut que le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif soient à la solde du pouvoir exécutif. Démontrez-le. Et c'est une réalité. Démontrez-le. Je peux le démontrer. Non, pas les députés. Le Conseil supérieur de la magistrature. C'est tout comme. Non, on commence par le Parlement. Non, écoutez, professeur. Même par la banque. C'est tout un débat. C'est tout un débat. Est-ce qu'on nomme les députés? C'est tout un débat. Je commencerai par le Conseil supérieur de la magistrature. Non, commencez qui par est le Parlement. qui est quelque chose de
j'allais dire, de chaotique et qu'on devrait reléguer aux oubliettes. C'est un outil de soumission des magistrats. magistrats. Non, mais tout à fait. En France, nous avons copié ça de la France. Mais la composition du Conseil supérieur de la magistrature en France n'est plus comme ce que nous faisons au Cameroun. Ce sont des juges qui sont à la tête de cette commission. Et c'est important que ce soit dirigé par des juges. Au Cameroun, c'est le président de la République qui est encore le président du Conseil supérieur de la magistrature. Donc il tient les juges, il tient tout le pouvoir judiciaire. Ça c'est d'un. Au niveau du Parlement, nous savons tous comment ça fonctionne. L'ordre du jour au Parlement, vous savez d'où il vient? Il vient de la présidence de la République. Il vient de la présidence, l'ordre du jour du Parlement. Et vous dites que le ne peut pas faire passer un point à l'ordre du jour si ça ne passe pas par la conférence ça doit passer par la conférence des présidents. Qui à la cause du RDPC. Oui, quand vous avez la majorité. Et je pourrais en dire. Je vous rejoins. Quand vous avez la majorité. Non, professeur Messanga, c'est un long débat. C'est un long débat. Je ne veux pas insister là-dessus, mais vous avez déjà compris. Vous avez compris. Nous nous sommes compris. Il faut des majorités pour orienter. Tout à fait. Voilà. Donc, les États-Unis sont un modèle de démocratie, ce que nous ne sommes pas encore. Maintenant, je vais rentrer dans la question que vous avez posée, M. Noufélé. Est-ce que la décentralisation, en tout cas, à partir des élections régionales et des exécutifs régionaux que nous avons eus, est-ce que cela augure de belles perspectives? Ma réponse est cinglante. Non. J'ai dit bien non. Pourquoi? Non, parce que c'est très mal parti. C'est-à-dire que la décentralisation qui va être effective avec les élections régionales au Cameroun, elle est très mal partie. La première chose, c'est que nous avons, enfin, sur ce plateau, presque tous les panélistes ont évoqué, y compris le professeur Messanga Nyamding, ont vu cette insuffisance criarde, la mauvaise application de la loi. Parce qu'on dit qu'il faut tenir compte de la composition sociologique. Oui, tout à fait. Et la composition sociologique, j'insiste là-dessus, intègre le genre. La composition sociologique, en dépit de ce que beaucoup pensent, intègre le genre. Il n'est pas normal qu'on ne voit pas les femmes à la tête. Aucune femme, on l'a dit, n'est à la tête des exécutifs régionaux qui ont été élus. Ou des grandes mairies. Ou des grandes mairies. 14. Et je voudrais rappeler ici, et c'est important de le souligner, parce qu'il s'agit d'une affirmation, d'une déclaration faite par le président national du RDPC. Je parle de Paul Biya, en tant que président national du RDPC. Il avait dit, je le cite, le RDPC n'est pas un parti d'état-major. Ou des conservateurs aussi. Oui. Il a dit que c'est un parti de masse. Et que ceux qui sont à la base du parti, dans les sections, les sous-sections, ont leur mot à dire. Tout à fait. Et que ce ne sont pas ce qu'on appelle les personnes ressources qui dirigent le parti. Tout à fait. Malheureusement. Vous suivez bien mon maître politique. Hein? Absolument. J'ai de la compilation de tous les discours du président national du RDPC. Bravo. Et c'est ce qui me permet de dire que ce qui s'est passé est en violation de ce qu'il a toujours déclaré. Tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Oui. Ce qui s'est passé là avec les élections, c'est en violation avec ce que le président national du RDPC a toujours déclamé lors des congrès. Et il est il a toujours dit plus de place aux femmes. Et aux plus jeunes. De femmes, place aux jeunes. Mais ce qu'on a vu l'autre jour, avec les élections régionales et notamment la mise en place des exécutifs régionaux, ne correspond nullement aux déclarations du président national du RDPC. Donc c'est une question en interne, professeur Messanga, que vous devez débattre pour mieux comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Parce que, y compris des circulaires du président national du RDPC, n'ont pas été respectés. Tout à fait. Il faut le dire. Nous n'allons pas laisser passer ça. On n'attend plus rien du RDPC. Bon, maintenant, c'est un problème interne. allons maintenant sur la question de fond. En France, il y a la décentralisation, mais il n'y a plus de sous-préfet. Il n'y a plus de gouverneur, il y a des préfets. Au Cameroun, comment est-ce que ça va se passer? Avec des sous-préfets qui sont toujours là. Certes, les préfets sont également là. Mais le plus gros problème, c'est la présence des gouverneurs. On aurait pu comprendre la présence des gouverneurs si nous étions dans un État fédéral. Mais des gouverneurs élus. Malheureusement, nous sommes dans le cadre de la décentralisation. Il ne s'agit pas de fédéralisme. La place des gouverneurs en fonction, qui sont nommés par le président de la République, pose problème. Parce que, de fait, et je ne veux pas m'en cacher de le dire,
Quand je disais que nous démarrons sur de mauvaises bases, c'est parce que c'est un bicéphalisme de fait. Nous tendons vers un bicéphalisme de fait entre les présidents des exécutifs régionaux et les gouverneurs des régions. Et même des maires de ville. Mais je mets l'accent davantage sur les gouverneurs des régions et sur les présidents des exécutifs régionaux. Parce que la Constitution, dans l'esprit de la loi de la Constitution, le patron de la région, c'est le président de l'exécutif régional. J'ai dit dans l'esprit de la Constitution du 18 janvier 1996. La Constitution dit tout simplement qu'au niveau de la région, il y a un représentant de l'État qui s'assure de la régularité du fonctionnement des régions et autres. Peut-être que c'est le rôle que pourrait jouer celui qu'on appelle encore gouverneur. Mais je pense que l'expression même de gouverneur, qui était gouverneur de province, qui est devenu gouverneur de région, devrait disparaître. Pour qu'il y ait un représentant de l'État qui n'est plus celui qu'on appelle gouverneur de région. J'ai dit, on s'avance dans cette décentralisation avec un bicéphalisme de fait. Parce qu'on va se retrouver dans des situations où une tutelle entre guillemets, je dis bien tutelle entre guillemets, du gouverneur de région vis-à-vis des exécutifs régionaux va de fait paralyser l'action et le fonctionnement des exécutifs régionaux qui sont par essence issus des élections. Alors que le représentant de l'État, qu'est le gouverneur de région, n'a jamais été élu. Or, le pouvoir, dans l'esprit de la Constitution du 18 janvier 1996, appartient aux collectivités territoriales décentralisées représentées par les régions. Alors, l'esprit de région, c'est les exécutifs régionaux et par les communes. Avant de poursuivre ce débat, messieurs, mettons le cap sur Bangui, la capitale centrafricaine, pour faire le point sur le déroulement du vote. C'était ce matin que le président sortant, candidat à sa propre succession, Faustin Archange Touadéra, a exercé son droit de vote. Il a également profité de l'occasion pour faire le point sur la situation sécuritaire et le déroulement de ce double scrutin législatif et présidentiel dans ce pays d'Afrique centrale, pays qui suscite l'intérêt à la fois du Cameroun, de la communauté internationale, intérêt relatif à sa situation sécuritaire et sa position stratégique. Pour faire le point, on retrouve nos envoyés spéciaux Carlos Minoué et Guy Zogo depuis Bangui. Jour de vote ici en République centrafricaine et le président Faustin Archange Touadéra a voté à 8h30 précise au bureau de vote numéro 5 ici au lycée Barthélemy Boganda. Bureau de vote qui se trouve juste derrière moi. Il faut dire que le dispositif sécuritaire était à la hauteur de l'événement, un événement justement marqué par de nombreuses menaces ces derniers jours. Le président de la République, une fois son devoir citoyen accompli, s'est exprimé. La date qui a été fixée, c'est le 27. C'est pour ça que tous les Centrafricains viennent voter et moi-même, je viens remplir mon devoir civique. Il a aussi dans la foulée remercié le Rwanda pour son soutien militaire ici en République centrafricaine. Je remercie très sincèrement le président Paul Kagame, le gouvernement rwandais, le peuple rwandais pour son soutien. Vraiment au niveau de la sécurisation de ce processus qui va permettre aux Centrafricains d'aller librement choisir leurs dirigeants. Les électeurs également sont sur la même longueur d'onde après la tenue de ce scrutin. Eux qui se sont rendus très tôt dans les bureaux de vote, ici le lycée Barthélemy Boganda compte une bonne dizaine de bureaux de vote. Depuis longtemps, ce que nous voulons, c'est la paix. Et nous bénissons le Seigneur parce que ce matin, il y a le calme à Bangui. J'espère en tout cas qu'il y ait liberté comme maintenant, parce que nous sommes venus, on n'a pas d'obstacle. Nous avions voté librement. C'est donc une journée de vote qui a démarré de manière optimale ici à Bangui, malgré quelques cas d'intimidation relevés dans l'intérieur du pays à 5 h du matin. Mais selon les dernières informations, tout serait en train de revenir à la normale pour un déroulement de ce scrutin présidentiel et législatif ici en République centrafricaine. Pour Equinox Télévision à Bangui, Carlos Minoué Lepagné, Guy Zogo.
Et restons à Bangui pour voir les images des autres candidats à cette élection présidentielle, notamment Anissé Georges Dologuélé, qui lui aussi a pu voter en fin de matinée ce dimanche à Bangui. Occasion pour lui d'exprimer également son inquiétude sur la situation sécuritaire fragile dans l'arrière-pays, là où il y a eu des affrontements armés entre les forces onusiennes, l'armée centrafricaine et les groupes rebelles qui tentaient de s'aimer la zizanie et de provoquer la psychose au sein de la population à l'approche de ce scrutin. Les Nations Unies qui ont mobilisé des hommes supplémentaires pour assurer la sécurité des électeurs durant cette journée consacrée à l'élection présidentielle, mais également les élections législatives en Centrafrique. Carlos Minoué, Guy Zogo, Eric Ouattat, Gladys Sidier, la brigade de reporters envoyés spéciaux pour vous rendre compte de l'évolution de la situation en Centrafrique tout au long de cette journée sur Equinox en télévision. Avec vous, Pascal Charlemagne, Musanga Nyamding, cette question du conflit de compétences entre un gouverneur, président de conseil régional, maire de ville, maire d'arrondissement. Est-ce que cela est possible de pouvoir mettre sur pied une décentralisation avec une telle architecture institutionnelle? Oui, c'est possible. D'abord, je vais faire une transition sur Bangui du point de vue analytique. Ce que nous voyons en Centrafrique doit être encouragé. Il faut le vote. D'ailleurs, à votre analyse, je voudrais techniquement ajouter que ce que nous avons vu, la mobilisation sécuritaire, à l'effet d'accompagner le président centrafricain, doit se passer partout en Afrique. Il y a les Russes qui sont venus, qui sont intervenus. Il y a les soldats rwandais qui sont là. Il y a la MINUSCA. Il y a aussi également les forces armées camerounaises qui participent à la MINUSCA et pour la stabilisation. Il faut saluer ce qui se passe à Bangui. Parce qu'aujourd'hui, je vous donne une information d'ailleurs que vous journalistes connaissez. Il y a près de 1500 camions de vivres bloqués à Garoboulaye. Parce que les bandits de grand chemin ne veulent pas qu'ils votent là-bas. Et ils mettent en place toutes sortes de subterfuges pour éviter le vote. Pourquoi ils ont peur du vote? Mais l'enjeu de la sécurisation de la Centrafrique, c'est lequel au regard des multiples tentatives de déstabilisation de ce pays? Deux enjeux. Il y a d'abord la même mise coloniale. Vous verrez que partout en Afrique, où il y a l'or, le diamant, le pétrole, vous n'avez qu'à voir le Zaïre, vous n'avez qu'à voir tous ces pays qui sont en guerre. Ce sont des recherches héritées, des richesses héritées de la colonisation. Ce problème est très grave. Et puis, deuxièmement, il y a l'irresponsabilité des Africains eux-mêmes. Il faut aussi demander aux Centrafricains d'être un peu pondérés. Parce que depuis Bokassa, coup d'État, Kolingba, coup d'État, et bien d'autres coups d'État, Bozizé, coup d'État, c'est insupportable. Et enfin, troisièmement, les dirigeants africains doivent prendre leurs responsabilités. Où est la CEMAC? Où est la CEAC? Et où est même l'Union africaine? C'est là où vous voyez que sur la scène internationale, les Africains ont encore un problème, c'est-à-dire se prendre sérieusement en charge eux-mêmes. Ramenez donc à votre question au Cameroun. Je voudrais quand même nuancer sur ce qu'a dit en une seconde mon frère et l'excellent analyste Edmond Camilla. Quand je parle des hommes forts, prenez tous les corps sociaux. Je vous assure, si vous enlevez Cédric Noufélé ici à droit de réponse, vous mettez quelqu'un d'autre, ce ne sera plus la même chose. Même chose pour Charles Ndongo. Je vous dis que quand moi, Messanga Nyamdi, pour vous parler des hommes forts, malgré mes problèmes de vue, quand je suis en amphi, aucun étudiant n'entre après moi. Et lorsque j'ai 1000 étudiants, il n'y a aucun bruit. Or, vous avez des enseignants avec de bons yeux, où ça bouillonne, ça parle, ça crie. Vous pouvez le vérifier aussi au niveau de la magistrature. Mais écoutez, il y a des magistrats qui sont autoritaires. Quand on vous dit que c'est l'homme, le poste est là. Mais c'est l'homme qui fait la fierté du poste. Et pour terminer, j'ai été aussi influencé par François Mitterrand. Combien de gens peuvent vous parler des grands présidents français en dehors de De Gaulle et Mitterrand? Donc vous voyez qu'il faut faire attention quand je parle des hommes forts. En fait, c'est leur action. Et un dernier exemple, sans être mégalomane. Si je vous fous une colle ici, vous, Cédric nous fait, vous et mon camion, je vous dis, citez-moi 10 membres du comité central du RDPC qui mènent une action de déploiement. Vous pouvez me citer 10? Or, on vous dit toujours, mais Sanga Nyamdi. Oui. Parce que moi, je suis en mission. Donc, je fais mon travail. Moi, je connais des étudiants et des gens qui me disent, mes professeurs, en tant que membre du comité central, on ne peut pas vous citer 10 membres du comité central.
Parce que certains dorment. Or, vous savez combien nous sommes? 350. Ramenez donc maintenant aux régions. Je voudrais terminer en faisant quand même un clin d'œil à cette élection, au-delà des points noirs que nous avons évoqués. Vous savez que nous avons ici le conseil régional, comme vous l'avez dit, qui ne va pas se substituer à l'administration. Quand vous lisez la Constitution, techniquement, on parle, le Cameroun est un État unitaire et décentralisé. Ça veut dire qu'il y a deux acteurs qui se côtoient. Il y a d'un côté l'État et de l'autre côté la décentralisation, donc les acteurs de la décentralisation. Mais je suis d'accord qu'avec le temps, je suis convaincu, du moins c'est ma position d'analyste, que le poste de gouverneur doit disparaître et va disparaître. Maintenant, les deux systèmes qui encadrent la décentralisation, rappelons-le, contrairement à ce qui se passe au système anglophone, parce que le système anglophone a deux grandes maisons qu'on appelle, il y a la House of Division Administration et de l'autre côté, il y a la House of Chief, qui sont des innovations. Et il y a un troisième acteur dans le système anglophone, Public Independence Conciliator. Ce qui manque chez les francophones, vous savez que les anglophones n'ont pas le même système que nous, c'est-à-dire c'est une espèce de médiateur de la République qui a un mandat de 6 ans et qui peut intervenir dans la gestion des problèmes. On peut donc dire qu'avec la crise du Nozo, personne ne peut objectivement nier que, en mettant en place l'office is the Office of Public Independence Conciliator, on a quand même permis aux anglophones d'avoir la House of Chiefs, qui est la chambre des chefs, qui est à côté, fait partie de l'exécutif, avec la House of Division Administrator qui représente les départements, en dehors de l'autre organe qu'ils ont, qu'on appelle également le conseil régional, qui regroupe les 90 représentants élus, c'est-à-dire les chefs, ceux de la House of Chiefs et ceux de ce qu'on appelle la House of Administration Division. Votre position a été bien comprise. Oui. Et je chute là-dessus. Je voudrais quand même reconnaître que nous avons également un système francophone clair. Mais ça dépendra des hommes, même s'il y a encore quelques problèmes. C'est régional. Non, oui, c'est bien compris. Je pense qu'avec des hommes forts, des gens responsables, personne ne peut nier qu'on a quand même amorcé un processus de démocratie représentative qu'il faut chaluer. Alors, prenons cet extrait de Anissé Georges Dologuélé, candidat à cette élection présidentielle en Centrafrique. Il s'est exprimé sur la situation dans son pays après avoir voté ce matin à Bangui. Je vous invite à l'écouter. Je suis venu voter parce que le but du jeu, c'est de changer de président de la République, de faire en sorte que Faustin Archange Touadéra ne soit plus président demain. Et pour ça, il faut que les Centrafricains votent. J'ai voté. Je pense que la consigne de vote qui a été donnée par le président Bozizé est suivie par ses militants et ses électeurs partout dans le pays. C'était le but du jeu. Malheureusement, j'ai l'impression que plus de la moitié du pays n'a pas voté. C'est ce que nous craignons quand nous avions demandé à ce que des conditions soient requises pour que chaque citoyen puisse exercer son droit de vote. J'ai l'impression que beaucoup ont été privés de droit de vote et c'est dommage. Et ce week-end, il y a eu une session extraordinaire de la conférence des chefs d'État de la communauté économique des États d'Afrique centrale, placée sous la présidence du président congolais Denis Sassou Nguesso, conférence virtuelle où le président de la République, Paul Biya, a été représenté par le ministre des Relations extérieures. Et au terme de cette conférence, les chefs d'État ont condamné avec la dernière énergie les violences qui ont coûté la vie à 3 soldats burundais de la MINUSCA et présenter leurs condoléances les plus attristées au peuple burundais ainsi qu'aux Nations Unies. La conférence des chefs d'État est clairement indiqué que ces violences devraient faire l'objet de poursuites judiciaires. Elle a demandé la cessation immédiate des hostilités sur l'ensemble du territoire centrafricain et le retrait des rebelles de toutes les lignes de front. Les chefs d'État de la CEAC demandent la poursuite du processus électoral en cours et appellent le peuple centrafricain à participer à cette élection qui se déroule ce dimanche. La conférence des chefs d'État de la CEAC demande l'ouverture d'un dialogue politique inclusif
au lendemain de ces élections et sous l'égide de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. La conférence a instruit la commission de la CEEAC de continuer des contacts visant la désignation de médiateurs permanents de la crise centrafricaine, conformément à la déclaration de Libreville du 27 novembre 2020 et l'opérationnalisation d'un cadre permanent de médiation pour une paix durable en RCA. La commission de la CEEAC devra également travailler à la mise en œuvre de ce programme de désarmement, de démobilisation, de réintégration, de réforme du secteur de la sécurité, et également de justice transitionnelle, vérité, justice et réconciliation pour la République centrafricaine. Messieurs, lorsque vous suivez cette mobilisation de la CEEAC pour réguler la crise dans ce pays, quels commentaires en quelques mots? D'abord, Maître Achille Lodjo. Ben voilà, la CEEAC veut tout simplement redorer son blason sur le plan international. C'est de bon augure déjà cette interpellation parce que voyez-vous, le professeur Charlemagne tout à l'heure a demandé, je vais dire l'un des panélistes a demandé tout à l'heure où était la CEMAC. Quand vous regardez les chefs d'État de la CEMAC qui parmi ces chefs d'État a la carrure de pouvoir dire un mot qui puisse être suivi comme ceux de la CEDEAO. Donc là-dessus, je pense tout simplement que cette interpellation de la CEEAC est la bienvenue et qu'elle continue comme ça à redorer son blason. Si elle avait fait comme ça par le passé, nous pensons que cette image, son image autant ternie ne l'aurait pas été. Messieurs, c'est la fin de cette émission, la toute dernière de l'année 2020. Merci à vous, Roger, Justin, Noah, d'être venus sur ce plateau. Vous pouvez... Oui, rapidement, je voudrais dire que le professeur Messanya lui-même, il a reconnu que M. Paul Biya, les gens de M. Paul Biya ne sont plus suivis. Quand un chef n'est plus suivi, la seule chose qui lui reste, c'est de partir simplement. Et puis je voudrais à son intention lui dire que ce n'est pas comme ça que nous, c'est pas dans lesquels avons éduqué, et nous faisons honte sur le plateau de télévision. Il faut qu'il se reprenne, sinon on va faire les rites comme au village. Après vous, justement, il y a Achille Lodjo qui était là, le professeur Messaga Nyamding également, membre titulaire du comité central du RDPC qui était avec nous ce dimanche. Une bonne année à toute l'équipe d'Equinox TV qui nous a fait un grand plaisir ce 2020 pour nous apporter beaucoup d'informations citoyennes. Et mon souhait aussi est que, ayant été moi-même en échange avec le ministre Jacques Famendongo, secrétaire national à la communication, je voudrais dire aux militants du RDPC qui m'écoutent que le ministre d'État, dans un échange avec moi, m'a confirmé qu'on n'avait jamais interdit aux militants du RDPC de venir à Equinox. Donc je crois que ça doit être une initiative de quelques petits caciques à mal de légitimité, et saluer Equinox et tous les médias pour le courage et la citoyenneté communicationnelle dont ils ont fait preuve en 2020 et leur souhaiter tous mes voeux pour 2021. Et à tous les téléspectateurs qui nous écoutent. Merci professeur. Merci également à vous, Edmond Kamgia, éditorialiste et consultant sur droit de réponse, que nous retrouverons en 2021 pour continuer à analyser, décrypter l'actualité. Mesdames, messieurs, l'équipe de production de droit de réponse, avec son équipe de réalisation, avec à sa tête Georges Mitterrand Ndam et les différents techniciens Amos Fango, Dallas Chana qui ont participé à cette dernière édition en 2020, vous adressent leurs meilleurs vœux pour l'année 2021, année de prospérité, année de santé, d'amour et de réussite dans tous vos projets. Merci d'être toujours avec nous sur Equinox en télévision. Merci d'avoir suivi cette émission, la dernière de l'année 2020. Rendez-vous dimanche prochain pour la première édition de Droit de réponse en 2021.